Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence ce soir pour cette nouvelle séance de notre séminaire dédié à la peinture dans les territoires des couronnes hispaniques. Alors, ce soir, avec Cécile Vincent-Cassi, nous sommes très heureuses d'écouter Héctor Ruiz Soto, qui va nous parler d'un monument de la peinture européenne, des lances de Velázquez, dans un face-à-face avec Rubens. Mais avant, je vais donc présenter rapidement Héctor. Donc, Héctor Ruiz Soto est maître de conférence à l'université de Cergy en études hispaniques et il s'intéresse aux figures donc, du bouffon, du nain, du fou à l'époque moderne dans le cadre d'un projet ANR, désormais projet ERC, sur les bouffons considérés comme artistes. Alors, sa thèse soutenue en 2019 a porté sur le dévoilement dans l'Espagne moderne, une ressource spectaculaire de la Comedia Nueva, appelée Apariencia, qui éclaire les rapports entre théâtre, image et rituel au siècle d'or. Le livre qui en a découlé, Apariencia ou l'instant du dévoilement, a été publié donc en 2024 par la Casa de Velázquez et il est disponible en accès libre en ligne. Héctor Ruiz Soto a étudié Gongoja et la polémique gongorine, Lope de Vega et son théâtre, mais surtout, en histoire de l'art, les figures de Greco et de Velázquez. En 2021, il a consacré donc un livre à Velázquez, Diego Velázquez, Apelas de su siglo, et en 2024, il a coédité avec Cécile Vincent-Cassi et Elena Escudero un numéro monographique sur Francisco Pacheco, le maître de Velázquez. Héctor Ruiz Soto a publié en octobre dans le numéro 390 des Archivo Español de Arte un article dont il va nous parler aujourd'hui, la Concordia. Alors, c'est peut-être surtout annoncer le titre de la conférence d'aujourd'hui, Velázquez face à Rubens, dialogue de guerre et de paix entre deux tableaux de bataille. Merci beaucoup, nous sommes ravis de vous écouter. Merci beaucoup, je suis très très content d'être là avec vous. On m'entend, je vais approcher ceci. Alors, je vais effectivement parler du tableau des lances de Velázquez en essayant de le mettre en parallèle avec le triomphe de Juillet du cycle de Marie de Médicis qui se trouve au Louvre et que vous voyez ici, suite à une visite au Louvre en octobre de 2022, lorsque j'ai prêté attention à un détail que je n'avais pas vu et qui est celui-ci, au pied du cheval de Marie de Médicis, un détail assez petit dans le fond de ce tableau qui est un portrait équestre, mais qui est une remise de clé qui ressemble par certains aspects donc à la reddition de Breda de Velázquez. Je vous en propose ici une image d'un peu plus près. Alors, plutôt que de faire vraiment une comparaison terme à terme, formelle, etc., ce à quoi j'arriverai plus tard, je voulais d'abord commencer par questionner ce statut de monument de la reddition de Breda en lien avec le sujet de ce séminaire, en interrogeant la question historiographique des sources de ce tableau de Velázquez, puisqu'il s'agit bien d'un problème, notamment pour l'historiographie espagnole de l'art, dès lors que c'est une recherche avant tout venue d'ailleurs, celle des sources des lances de Velázquez. Théophile Gautier a ouvert le feu en 1880-81, j'y reviendrai tout de suite. Giusti a continué très vite en 1888, suivi par Paul Jameau et Jonathan Brown, qui est la grande figure qui a créé une sorte d'explosion bibliographique à ce moment-là. Il a publié en 64, puis en 65, plusieurs articles ont suivi. Entre-temps, en Espagne, il y avait eu quelques répliques, mais des répliques à retardement. Diego Angulo était le premier à essayer de trouver vraiment les sources de Velázquez dans Como compuso sus principales cuadros, suivi par Martín Soria, et plus récemment, Bonaventura Basegoda qui a proposé une source très intéressante et José Riello qui a fait récemment un panorama de la bibliographie probablement le plus complet dans les 5 dernières années à mon sens.
Quelle est la nature de ce problème? Pourquoi il est difficile pour l'historiographie espagnole d'étudier vraiment les sources des lances de Velázquez? Ce n'est pas simplement un problème de temporalité, c'est simplement un problème, je crois, de protectionnisme. Il faut protéger Velázquez de l'imitation. Et je reviens à l'exposition monographique sur Velázquez en 1990 au Prado, où Julián Gallego écrivait dans le catalogue la citation suivante que j'ai apportée en français. Les érudits ont trouvé de nombreuses sources, chez Alcia, chez le médiocre Bernard Salomon, chez Véronèse, Gréco, Rubens, etc. Ce qui est curieux, c'est que ces œuvres rappellent les lances et non l'inverse, ce qui prouverait que Velázquez les a surpassées. D'autre part, il convient de citer la remarque malicieuse d'Ortega y Gasset. Si Velázquez a pris en compte autant d'exemples, le naturel de sa scène est d'autant plus miraculeux. Le meilleur tableau d'histoire qui ait été peint dans le monde, selon Giusti. Nous avons ici, dans ce paragraphe, quelqu'un des éléments qui empêchent la saisie vraiment de cette œuvre comme une œuvre d'imitation. Il s'agit de présenter les lances comme une œuvre la plus exceptionnelle, la plus originale d'un maître inventif qui n'a pour école que la lumière, que la réalité, et non pas l'histoire de l'art. Et j'en veux pour preuve un certain nombre d'éléments de communication autour de cette exposition de 90, comme ce documentaire qui est disponible dans la Memoria Visual du Prado, où Philippe, le roi Philippe, alors prince, présentait dans la salle des Ménines ce peintre. Je passerai un extrait tout à l'heure, d'où le problème des ordinateurs, parce que voilà, je voulais vous montrer quelques secondes de ce qu'il a à nous dire. Ce qu'il a à nous dire est informé par Ortega y Gasset, comme le rappelait également Gallego. Ortega y Gasset, qui n'est pas historien de l'art, qui affirme ne pas être historien de l'art, et qui pourtant a écrit plusieurs fois sur Velázquez dans des essais réunis en 59, dans un livre publié par la Revista d'Occidente, où il a des jugements assez cruels par rapport à la méthode des historiens de l'art comme des historiens de la littérature. Les historiens de l'art nous surprennent par l'arbitraire incontrôlable avec lequel, dans leurs études sur les peintres, ils parlent d'influence. Tout comme les historiens de la littérature manquent d'une méthode rigoureuse pour distinguer la coïncidence de la contamination. Ce n'est pas ici le lieu de s'attarder sur des recherches très particulières, mais si le lecteur veut percevoir la naïveté avec laquelle l'histoire de l'art est souvent écrite, il lui suffit de méditer un peu sur les origines attribuées aux lances. Il n'y a pratiquement aucun tableau représentant une lance levée qui n'ait été considéré comme un précédent de celui de Velázquez. Contemplez attentivement ses précurseurs et vous verrez qu'il aurait fallu beaucoup plus de génie pour isoler dans ces tableaux la composante des lances, pour lui donner le rôle qu'elle a dans la reddition de Breda, que pour l'inventer ex nihilo. Ces vices d'une méthodologie historique perpétuée par inertie masquent le fait vraiment important qu'est la rareté inattendue des influences dans l'œuvre de Velázquez. Il s'agit donc de protéger Velázquez de tout processus d'imitation, d'en faire un monument isolé dans l'histoire de l'art européen, mais donc un symbole de l'art espagnol comme un art original et séparé vraiment de cette histoire de l'imitation. J'insiste, c'est les textes d'Ortega y Gasset qui accompagnaient le documentaire présenté par le roi actuel et que vous pourrez aller voir si cela vous intéresse. Il est assez comique. En tout cas, à partir de cette problématisation d'un protectionnisme autour des lances, je voulais interroger trois aspects dans cette présentation. D'une part, les raisons de cette canonisation et de cet isolement de la reddition de Breda comme symbole d'un art espagnol de la peinture. Ensuite, retourner aux sources et faire un panorama des sources qui ont été présentées par la critique, en ayant pour question finale si Rubens et Velázquez ont pu parler de Juliet, puisqu'il n'y a pas de document malheureusement qui aille plus loin que ça. Et enfin, j'interrogerai comment la reddition de Breda peut être une peinture entre plusieurs territoires, alors l'histoire, la littérature, la politique, en évoquant l'idée d'une épopée de la paix, qui est une idée un peu contradictoire, mais qui peut avoir du sens dans le contexte où Velázquez travaille.
Alors pour commencer par cette question de la canonisation et de cet isolement, des raisons de cet isolement des lances de Velázquez, on retrouve dans l'histoire de ce tableau 3 singularités de la peinture espagnole qui seraient la moindre capacité narrative, évidemment par rapport à l'Italie, même la France, l'Europe en général, la moindre exportation, notamment gravée, et dans le cas de Velázquez, c'est particulièrement clair, et la faible production de génie qui serait liée au faible nombre de mécènes ou à l'importance un peu moindre donnée à la peinture en Espagne par rapport à d'autres territoires. Je commencerai donc par la moindre capacité narrative en apportant deux références qui me semblent particulièrement intéressantes sur cette question. D'une part, l'exposition en 2015-2016 sur Luis Morales, où il y a eu des articles qui problématisaient la célébrité, notamment des portraits, au détriment des retables de ce peintre. Et d'autre part, un texte qui résonne avec le sujet, je crois, du séminaire, ce livre, un court livre de Fernando Checa sur la Renaissance habsbourgeoise, comme une catégorie qui n'est pas Renaissance espagnole, mais presque. Renaissance espagnole composite, au sens où la monarchie ibérique serait une monarchie composite. Le texte dans le catalogue de l'exposition El Divino Morales, qui m'intéresse particulièrement, c'est celui de Felipe Pereda, Luis de Morales, Pintor Divino, qui place en épigraphe de sa lecture du peintre une citation assez remarquable, apportée par cet auteur que j'ai indiqué en titre, Edouard Goldberg, dans un article où il étudie des cadeaux destinés à l'envoi en Espagne, qui ont été commandités à Florence et où on s'interroge sur quel goût il faut insister. Qu'est-ce qui plaît en Espagne? Et il y a des mémoires qui sont produits à ce moment-là pour discuter de ces questions-là, dont ce mémoire que je vous cite ici en italien, mais en traduction. En Espagne, on aime les peintures dévotes aux attitudes immobiles, sans développement, ou sans rebondissement, sans action, des portraits. Donc, ce serait là la préférence particulière de la cour espagnole pour un Gréco formé aussi dans la peinture d'icônes, pour toute une série de maîtres qui sont spécialistes du portrait plutôt que de la peinture à la fresque ou de la peinture narrative. Cela a pour effet une histoire un peu complexe, mais très, très bien connue. Je vais passer un peu rapidement. Elle est très bien expliquée dans le livre de Fernando Checa. C'est l'histoire des reconfigurations de la décoration de l'Escorial avec plusieurs peintres à partir du coup d'envoi de Navarrete el Mudo, qui était un peintre espagnol, mais bien formé, qui avait fait beaucoup de voyages, qui connaissait bien la peinture italienne également, et qui est surtout le préféré de Fray José de Sigüenza, que beaucoup ici connaissent très bien, et qui fait, dans son historiographie du monastère de l'Escorial, un éloge sans doute exagéré de Navarrete el Mudo, qui a le mérite d'être mort quand Sigüenza écrit, et qui, par sa disparition, explique beaucoup des problèmes qui ont suivi. Quels sont ces problèmes? En 1976, il reçoit le contrat pour faire 32 peintures donc sur toile pour les autels de la basilique. Ce sont des peintures de saints par paire. Mais dès l'année 77, Philippe II demande à son ambassadeur à Rome de lui trouver des peintres pour d'autres tableaux d'autel, et en particulier pour le maître-autel, parce que ce ne sont plus des portraits, même par couple, mais des peintures plutôt narratives. En 1979, Navarrete meurt en ayant fait seulement 8 portraits doubles de saints, et à partir de là, le roi Philippe IV va tout faire pour réussir à attacher un peintre italien à l'Escorial. Il ne réussira pas à en attacher un seul, et il va devoir solliciter plusieurs peintres, dont la liste est ici. Je m'excuse pour la longueur de la citation, mais je trouve qu'elle résume très bien cette problématique. La décoration picturale de la basilique de l'Escorial comprenait, outre les fresques, 2 types différents de tableaux sur chevalet. Ceux des autels ordinaires,
qui présentent un vaste programme d'images de saints regroupées par paires, et d'autres à contenu historique et narratif qui comprenaient, outre les peintures du maître-autel, celles des armoires à reliques et celles des autels des murs de l'Évangile et de l'Épître. Toutes ces peintures ont été réalisées par des Italiens, Zuccaro, Tibaldi, Cambiaso, Cincinnato, tandis que les autels des saints ont été réalisés par des Espagnols, Navarrete, Alonso Sánchez Coello, Diego de Urbina et Luis de Carvajal. Les fresques de la basilique situées sur les murs du chœur et du presbytère sont l'œuvre des Italiens, Cambiaso et Cincinnato. Conséquence logique de cette approche, il est naturel qu'en 1577, Philippe II ait commandé à El Greco l'un des grands tableaux de chevalet qu'il allait destiner à l'un des autels du côté de l'Évangile, son Martyr de Saint-Maurice et la Légion thébaine. Il s'agissait, selon lui, d'un peintre italien venu de Rome, qui avait à cette époque réalisé de magnifiques œuvres, bien que controversées, pour la ville de Tolède. Il y avait démontré son talent pour raconter des histoires, un genre dans lequel la palme revenait aux Italiens. Les artistes espagnols, à l'exception du Mudo, récemment décédé, n'étaient jusqu'alors pas très doués pour la peinture de ce genre. À l'exception de Navarrete, donc ici, un des tableaux que Navarrete a bel et bien fini pour les couples de saints ou les paires de saints pour les autels de la basilique. Ici, vous avez Saint Paul qui ressemble assez exactement à Aristote dans une fresque du Vatican qui montre que Navarrete connaissait bien cette peinture de fresque et cette peinture avec beaucoup de personnages, avec les enjeux en fait de la peinture d'histoire. Cette histoire de la décoration de l'Escorial détermine une constante dans l'histoire de l'art espagnol sous les Habsbourg, c'est qu'il existe la coutume de distribuer les peintres du roi en spécialités vraiment très très bien délimitées. D'une part la peinture de portrait, et ce sont les peintres espagnols, et d'autre part la peinture d'histoire, la peinture narrative, et on importe des peintres d'Italie dès que possible. C'est un point qui a été souligné particulièrement par Jonathan Brown dans plusieurs écrits, dont cette exposition organisée au Prado en 1999 sur Velázquez, Rubens et Van Dyck. J'y reviendrai. Donc, depuis Navarrete, qui meurt, je le rappelle, en 1579, jusqu'à l'intervention de Velázquez en 1635 dans le Salón de Reinos du Buen Retiro, il n'y a pas un seul peintre espagnol capable de faire ces deux choses-là, des portraits, comme celui que vous avez ici de l'enfant Baltasar Carlos, et des peintures d'histoire, comme la reddition de Breda. Donc ici, nous avons un deuxième génie espagnol qui explique probablement ce caractère vraiment unique des lances de la reddition de Breda dans cette histoire de l'art espagnol. C'est le premier tableau dans lequel se réunit une expertise totale sur la peinture de cette époque. Deuxième critère qui explique peut-être cet isolement des lances, c'est la moindre exportation des peintures espagnoles. Et nous avons une vision d'un art espagnol enclavé dont peut-être Théophile Gautier a été un grand porte-parole. Alors, je ne sais pas où commencer, les citations est intéressante un peu partout, mais à la fin de la première page, leurs chefs-d'œuvre demeurent enclavés dans les retables des églises, ou bien sont ce qu'on appelle vinculados, enchaînés aux galeries qui les reçurent d'abord. La loi des majorats en empêche la vente. Velázquez fut en quelque sorte confisqué par Philippe IV, et pour le connaître, il faut aller à Madrid. Aucune de ces toiles importantes n'a franchi les monts, et leur plus long voyage fut de l'Escurial au Prado. Une invasion seule a pu ramener dans ces fourgons chargés par la victoire quelques-uns de ces tableaux mystérieux qui furent souvent la rançon d'une province. Bon, on connaît cette histoire de cette invasion qui a ramené des tableaux dans les caisses des maréchaux d'Empire, mais peut-être qu'on peut nuancer cette approche qui reste très marquée par une vision des grands maîtres, des génies, et qui ne s'intéresse pas tant que ça aux copies peut-être d'ateliers ou aux copies peintes, dès lors que les copies gravées, il est vrai, sont assez rares, notamment à partir de l'œuvre de Velázquez. J'aimerais pourtant essayer de voir cela non pas comme un tort
de la peinture espagnole, qui aurait moins de graveurs pour s'en faire un peu les promoteurs. Et pour cela, je ferai un parallèle avec la littérature de cette époque-là et avec l'histoire de l'écriture, notamment à partir des travaux de Fernando Bouza et de ces deux livres que je mets à l'écran, qui essayent de mettre l'accent sur l'importance du manuscrit à une époque où l'imprimé est désormais roi et où les bibliothèques des lettrés les plus informés conservent des manuscrits, copient encore des manuscrits, et le manuscrit a le charme vraiment de ce qui circule un peu plus difficilement par rapport à cet imprimé qui maintenant se retrouve partout. Les collectionneurs les plus élitistes vont aller chercher de plus en plus des manuscrits, ce qui fait qu'il y a une histoire culturelle possible du manuscrit encore au XVIIe siècle, comme le prouve merveilleusement bien Fernando Bouza. Par ailleurs, j'apporte aussi la référence d'Alejandro García Reidi, qui est spécialiste notamment de Lope de Vega, et qui, dans ce livre, étudie comment Lope de Vega a dû se plier à un marché du livre imprimé face à la piraterie. Il avait trop de succès dans ses œuvres théâtrales et encore une fois, puisque l'Espagne est un territoire composite à cette époque-là, il était très facile de voir une pièce à Madrid et de l'imprimer à Lisbonne. Ce ne sont pas les mêmes lois qui s'appliquent aux imprimeurs de Madrid, de Lisbonne et des autres vice-royautés et territoires. Et Lope de Vega s'est retrouvé un jour devant des tomes de douzaines, littéralement, d'œuvres à lui et pas de lui, et il a dû répondre en imprimant très vite une grande partie de son théâtre. On estime qu'il a publié autour de 400 pièces de théâtre. Voilà le rythme de publier ou périr qu'il devait suivre, et c'est ce qui inspire ce titre d'Alejandro García Reidi, les muses rameras, les muses prostituées. C'est Lope de Vega qui le dit lui-même, il doit prostituer ses muses dans l'imprimerie, en fait. Il y a ce conflit-là, qui apparaît aussi dans l'histoire des portraits de ces auteurs. Et j'oppose ici le portrait de Lope de Vega dans le premier portrait imprimé de Lope de Vega dans un recueil de ses rimes, un prosimètre, la Arcadia Prosas y Metros, et à droite le portrait par Velázquez de Luis de Góngora, un poète qui n'a jamais imprimé. Il n'a pas imprimé ses grands poèmes, les Solitudes et la fable de Polyphème et Galatée. Et d'ailleurs, il n'a pas fini plusieurs de ses pièces. Cette opposition donc entre l'imprimé, qui est une pression économique, et le manuscrit, qui est quelque chose de plus élitaire, pourrait en fait se retrouver dans cette opposition entre les gravures et la peinture. La peinture serait l'équivalent dans le monde des images des manuscrits si l'on considère que Velázquez peint l'auteur du manuscrit par excellence au siècle d'or, et que son maître, Francisco Pacheco, même s'il est l'auteur de l'Arte de la Pintura qui est imprimé en 1648, n'a jamais imprimé de son vivant, sauf peut-être un chapitre dans un contexte de polémique. C'était un grand collectionneur de manuscrits, il avait beaucoup d'archives manuscrites, des collections de poésie. Velázquez a grandi dans cet esprit de conservation de manuscrits. De collection de manuscrits. Pour finir sur ce point, cette moindre diffusion des œuvres de Velázquez, notamment par la gravure, peut aussi être imputable à la charge en tant que courtisan de Velázquez. Il avait moins de temps pour produire. Mais là encore, je veux m'appuyer sur Góngora et son opposition à Lope de Vega, puisque Góngora n'a fini aucune des œuvres qu'il a commencées, aucune des grandes œuvres. Les petits poèmes, oui, mais il n'a fini ni les Soledades, ni le panégyrique au duc de Lerme, ni ses 3 comédies. Lope de Vega l'a attaqué pour cela. Et pourtant, dans la polémique qui a surgi autour de son œuvre, beaucoup le défendaient en disant que ni Virgile n'a fini l'Énéide, ni Lucain la Pharsale, ni Claudien l'enlèvement de Proserpine, ni Ronsard la Franciade. Et un de ses défenseurs, originaire de Cusco, Juan de Espinosa Medrano, employait l'argument suivant. La grandeur n'est pas une question de taille. Ce qui est bon n'est jamais insuffisant. Le volume du livre indique seulement qu'il contient beaucoup de papier.
Les volumes ne grandissent pas par accumulation de feuilles, mais par les fruits qu'ils produisent. Voilà ce qui est resté au livre de leur lignée d'arbres. Peut-être qu'en fait, la moindre quantité de gravure issue de la peinture espagnole ne doit pas être vue comme un défaut, mais en fait comme un trait élitiste de ces peintres espagnols qui essayent de défendre leur peinture en diffusant plutôt que des copies gravées, en tout cas à cette génération-là, des copies peintes. Et en ce sens, il y a peut-être des copies ignorées de Velázquez. Et je vous mets cette référence d'un petit portrait sur panneau de bois qui se trouve à Munich et sur lequel j'ai pu travailler dans le volume sur Pacheco de 2024, en postulant qu'il pourrait s'agir d'une copie du portrait équestre de Velázquez, de Philippe IV par Velázquez, perdu dans l'incendie de l'Alcazar, puisqu'il y a toute une série de sources, comme celle que j'indique ici en italien, qui indiquent que les ambassadeurs demandent à des peintres de faire des copies. Non pas à des graveurs, mais bien à des peintres, et que ces copies-là sont montrées, notamment au roi d'Espagne, qui dit c'est très bien, elles sont très belles, j'en suis fort aise, mais pourtant Velázquez aurait fait mieux. Ce qui a été interprété par la critique espagnole comme la mise à disposition de Velázquez, ou en tout cas de son atelier, parfois, pour faire des copies en petit format des grands tableaux qu'il produit pour la cour d'Espagne. Pour finir sur ce sujet de la diffusion gravée, dans le cas de la reddition de Breda, le rapport à la gravure est bien établi en tant que source, notamment du paysage. Ici, vous avez l'énorme gravure produite par Jacques Callot du siège de Breda, de la prise de Breda en 1625, qui est la source du paysage de Velázquez. Vous reconnaissez la digue au centre qui a servi à inonder les plaines autour de Breda pour empêcher l'arrivée des renforts. À droite, l'espèce de triangle, c'est la forteresse de Breda. Et sur les oreilles du cheval, les lignes des forteresses du siège. Tout cela est tiré par Velázquez de la gravure de Callot, entre autres sources possibles. Mais là s'arrête la circularité entre gravure et peinture. Le tableau de Velázquez ne sera pas gravé comme peut-être Gréco, une génération avant, faisait graver ses œuvres pour les diffuser. J'en viens au troisième point, au troisième critère qui explique cet isolement des lances. Ce serait la faible production de génie. Et quand on voit l'historiographie sur la peinture à cette époque-là, au-delà des textes qui sont écrits par des peintres et qui sont des textes apologétiques où il s'agit vraiment de faire le catalogue pour défendre les artisans de la peinture, un auteur comme Diego de Saavedra Fajardo, polygraphe, très au fait de la culture courtisane en fait, de son époque, écrit dans sa República Literaria une petite histoire, non seulement de la littérature, mais en fait de toute la culture espagnole. Et quand il s'arrête sur la question de la peinture, il commente surtout la peinture de l'Antiquité, puis, en tant qu'Espagnol, il se retourne vers Navarrete, muet, puisque la nature jalouse lui a retiré la voix, et après Navarrete, il n'y a que Velázquez. Donc, encore une fois, cette unité de peinture de portrait et peinture narrative fait que les deux seuls maîtres sont Navarrete, décédé trop tôt, et Velázquez, qui n'a pas tant produit que ça. Et c'est quelque chose dont Jonathan Brown s'étonnait aussi en comparaison à la production de Rubens, de Van Dyck et de Velázquez, qui avaient des charges similaires dans différentes cours, en disant que la production moindre de Velázquez s'expliquait sans doute parce que la peinture étant moins appréciée en Espagne, la carrière courtisane de Velázquez avait été un empêchement pour peindre. Pourtant, d'autres auteurs ont dit le contraire. Il y a un flegme caractéristique du courtisan et un flegme qui est mentionné par Philippe IV comme une caractéristique de Velázquez. Et je vous en donne un petit exemple. Philippe IV correspond avec une ancienne dame d'honneur de la reine Isabelle de Bourbon, la sœur Luisa Magdalena de Jesús, et lui promet en juillet 1648 un portrait copié par Velázquez, probablement de la future reine Marguerite. En avril 49, il
insiste, il dit le portrait arrive. En novembre 51, pareil. En décembre 51, la même chose. En juin 53, enfin, il commence à dire qu'il ne peut pas garantir de date fixe, parce que Velázquez, on le connaît bien. En juillet 53, finalement, la comtesse veuve reçoit enfin les portraits, et le 8 juillet 1653, donc nous sommes bien 6 ans après la première mention dans la correspondance, le roi se félicite de la réception des tableaux, s'excuse de ne pas avoir envoyé son propre portrait, et il critique la lenteur de Velázquez, et il dit qu'il ne va pas envoyer son portrait parce que je ne suis pas enclin, dit-il, à souffrir le flegme de Velázquez pour lui-même et pour ne pas me voir vieillir. Donc c'est un roi coquet, mais c'est surtout un roi qui sait qu'il est incapable de forcer Velázquez à travailler. Pourquoi ? Parce qu'il travaille en courtisan. C'est un artiste courtisan, et c'est là aussi qu'il rejoint Góngora avec ses œuvres inachevées, et Cécile Vincent, dans son livre aussi sur Velázquez de 2021, a souligné à quel point cette capacité à laisser la toile inachevée était aussi un trait de sprezzatura, de culture courtisane. Une fois que l'on a dit tout ça, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi l'historiographie espagnole rechigne à entrer dans la recherche des sources de la reddition de Breda, qui serait nécessairement une œuvre originale, unique, qui n'a pas d'exemple, qui ne suit pas une imitation. Et le point d'interrogation qui reste évidemment sur Velázquez, c'est la question de l'atelier. Alors, sur l'atelier, il y a eu quelques pistes lancées dans l'exposition au Prado, Velázquez y la familia de Felipe IV, sur les peintres les plus célèbres à la fin de la vie de Velázquez qui reprenaient le flambeau. Et sinon, la grande exposition qui s'est occupée de cette question, c'est sans doute celle du Grand Palais en 2015. Et plus récemment, également depuis l'extérieur, non pas depuis l'Espagne, une exposition a eu lieu au Met sur Juan de Pareja, sur laquelle on aurait peut-être beaucoup à dire. Mais pour conclure, Velázquez espagnol, trop espagnol, sur cette première partie, je laisse la parole peut-être à l'actuel roi d'Espagne. Existe en nuestra historia del arte un hombre que ejerció el oficio de pintor. On n'entend pas très bien, donc je reformule. Simplement, il nous dit que Velázquez n'a pour maître que la lumière. La peinture espagnole est une peinture qui s'inspire de la réalité, qui ne s'inspire pas de l'histoire de l'art, qui est comme détachée de l'histoire de l'art européenne et qui surtout, attention, ne s'inspire pas de l'Antiquité. C'est quelque part cette idée de Théophile Gautier d'une peinture absolument romantique qui n'entre pas dans le classicisme. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour critiquer cela, pour essayer de déconstruire cette vision protectionniste de Velázquez et notamment de la reddition de Breda, on peut faire appel à d'autres méthodologies et notamment à l'histoire de la littérature. Et je voulais faire un clin d'œil à ce livre de Jesús Ponce Cárdenas qui a choisi pour couverture précisément un tableau de Velázquez qui étudie l'imitation éclectique, l'imitation composée comme des caractéristiques définitoires de cette imitation de l'époque moderne, où il s'agit d'imiter à la façon des humanistes, c'est-à-dire en connaissant très bien toutes les sources qui ont déjà été produites sur tel et tel sujet et en jouant avec ces sources-là. Cela est un défi pour l'histoire de l'art par école, puisque les frontières nationales n'ont pas cours pour ces artistes imitateurs. Et la preuve en est l'histoire de la biographie de Velázquez, qui, quand il voyage à Venise, se fait reconnaître pour peintre vénitien, qui à Rome, dans un premier voyage, va faire des fresques, des tableaux, mais en parallèle au plan de la toile, comme les fresques qui se faisaient à cette époque-là, et ensuite il va devenir portraitiste du pape. Bref, un peintre capable de voyager entre différentes écoles. Mais qu'en est-il donc de la reddition de Breda et de son rapport aux sources ? Alors, si on fait un retour aux sources et un panorama de l'historiographie, j'espère ne pas être trop long sur ce point-là, je vais commencer par Théophile Gautier qui annonce en 1880 la découverte merveilleuse d'une esquisse de Velázquez. Il en est très fier. Annoncer une toile de Velázquez fût-ce une esquisse est chose grave. Il s'était trompé,
Karl Giusti va dire que ce n'est pas une esquisse qu'il a trouvée, mais bien une copie postérieure. L'idée, c'est qu'à partir de ce texte de Théophile Gautier, il va s'agir de trouver les traces du processus de composition de Velázquez, ce que Diego Angulo appelait « como compuso sus principales cuadros ». Donc, Karl Giusti répond en 1888, réédité en 1903. Je cite ici Roland Béard sur la non-traduction en français de ce texte de Giusti, qui a été traduit en Angleterre et qui en Espagne a été très très mal traduit, très vite oublié, et qui a un certain nombre de problèmes. Notamment, il critique beaucoup le Gréco, et le Gréco va être redécouvert à ce moment-là, et on va oublier Giusti, notamment en Espagne, et on ne va le traduire qu'en 1953. Dans la traduction de 1953, je vous lis donc le texte qui donne le coup d'envoi de cette recherche des sources. Le dessin du Louvre, collection Mariette, a en revanche un contour net. Il pourrait s'agir de sa première idée, celle de Velázquez. On y voit le groupe espagnol avec le général et le cheval, mais pas le côté des Hollandais. Ce que l'on appelle l'esquisse en couleur, révélée par un article de Théophile Gautier, n'est qu'une copie parmi les nombreuses qui ont été retrouvées, comme on le devine déjà par sa description. À ceux qui pourraient se réjouir de découvertes de ce genre, je tiens à signaler un tableau qui peut être considéré comme la première impulsion pour l'ébauche de la composition. Je veux parler de celui que Rubens a réalisé pour la décoration de l'entrée du Cardinal Infant à Anvers. Je passe sur le reste du texte parce que je veux surtout vous montrer les images. Voici le dessin qu'il jugeait comme une esquisse possible et qui a ensuite été considéré comme une copie et qui se trouve bel et bien au Louvre. Et le tableau avec lequel Giusti lance la recherche des sources, c'est cette rencontre entre le cardinal Infant à droite et le roi de Hongrie à gauche, la rencontre de Nördlingen, la veille de la bataille de 1634, qui a été une défaite pour les armées suédoises et protestantes et qui a ensuite permis la joyeuse entrée du cardinal Infant à Anvers en 1635. Pour cette entrée, il a été fait un livre, una relación des fêtes, qui est le livre que vous avez à l'écran, où l'on retrouve en gravure exactement cette toile qui devait être à droite dans cet arc de triomphe ou dans cette scène qui recevait le cortège à l'entrée de la ville d'Anvers. Vous voyez peut-être ici la rencontre, les deux. Je vous montre à nouveau le fleuve couché que vous reconnaissez peut-être ici. La question qui se posait, c'est est-ce que Velázquez et Rubens, qui travaillaient tous les deux à des œuvres en réalité semblables formellement, ont pu être en lien direct? Eh bien non, le lien direct est impossible. La bataille de Nördlingen a lieu en septembre 1934. L'invitation pour la joyeuse entrée date de novembre 1934. En décembre, on commande à Rubens de prévoir les décorations éphémères pour cette joyeuse entrée, qui a lieu en avril 1935. Donc de décembre à avril, Rubens essentiellement ne fait que ça et travaille très rapidement, mais travaille beaucoup et n'a pas le temps d'envoyer d'esquisses au roi d'Espagne. Les esquisses arriveront plus tard, seront préservées ensuite, mais il n'y a pas un lien entre ce qu'il fait à Anvers et l'Espagne. Entre-temps, la prise de Breda est bien antérieure, en juin 25, et le premier paiement enregistré pour les tableaux de Velázquez dans le Salón de Reinos date de décembre 1934, et les tableaux sont finis en juin 1934. Donc pendant ces mois-là, pendant cette année 34-35, il est impossible que les deux peintres aient échangé des esquisses, même si on sait par Pacheco qu'ils étaient probablement en lien par correspondance. Personne n'a encore retrouvé ces lettres, mais qui sait. La critique s'est donc retournée vers des éléments, des chaînons manquants qui pourraient expliquer cette ressemblance entre les deux tableaux. Il y a d'abord une hypothèse Rubens, notamment avec ce tableau d'une réconciliation d'Ésaü et Jacob, qui par ailleurs est un tableau que Rubens a apporté à Madrid, puisque Rubens a voyagé à Madrid
le 15 septembre 1628 et il y est resté jusqu'au 29 avril 1629. Donc, ça fait partie des tableaux qu'il a laissés à Madrid. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont pu échanger sur cette toile-là? C'est ce que certains auteurs disent, notamment dans ces premières années, dans ces premières 50 ans de la recherche des sources, qui explique ceci. Donc en fait, la ressemblance entre les deux tableaux de 34-35 s'expliquerait par cette source commune. Pourtant, il y a d'autres hypothèses qui ont été considérées par la critique, notamment à partir de l'article de Paul Jameau, les images qui accompagnent cette histoire d'Abraham et Melchizedek. Alors très rapidement, le neveu d'Abraham, Lot, est capturé par l'alliance de Sodome et Gomorrhe. Il part en guerre, il défait cette alliance-là, il récupère son neveu et le roi Melchizedek le salue comme après sa victoire et lui donne du pain en échange. Abraham, que vous voyez ici avec ses armées, lui promet 10% du pillage, signe de magnanimité du vainqueur. Donc la ressemblance est évidente, mais dans un article de 2013, Bonaventura Basegoda a expliqué qu'il est peu probable que ces éditions illustrées de la Bible soient arrivées aux mains de Velázquez parce que la lecture de la Bible est une activité suspecte et que la ressemblance formelle ne dit rien de plus que voilà, ce parallélisme. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que cela. Il dit « Cela ne nous semble pas déterminant pour définir une relation de nécessité ». Pourtant, on peut encore essayer de contourner l'obstacle de la diffusion de la Bible en langue vulgaire avec d'autres illustrations, notamment celle de Tobias Simmer en 1576, parce qu'elle a été copiée par Rubens, et que Rubens a envoyé sa propre version de la rencontre d'Abraham et Melchizedek, notamment pour les tapisseries des Descalzas Reales à Madrid, que Velázquez probablement aurait pu voir. Il y a une autre hypothèse encore, Alcia et son image, son emblème de la Concorde. D'autres auteurs parlent d'un emblème semblable sur les cadeaux des ennemis. Et Alcia s'inspire ici d'évidences vraiment issues de l'Antiquité pour définir l'image de la Concorde d'après un motif qui est commun dans plusieurs fresques et tapisseries, aussi en lien avec la Pax Hispanica. Alors, les références sont très nombreuses, je vous en donne 3 seulement. À gauche, la réconciliation d'Henri III et d'Henri de Navarre dans le cycle d'Henri IV qui n'a pas été achevé par Rubens pour Marie de Médicis. Au milieu, une proposition de Martin Warnck sur une tapisserie où il y a 2 princes qui se rencontrent. Et à droite, les fresques du Palais Farnèse avec la trêve de Nice entre François Ier et Charles Quint. Quand on en arrive à ce stade, on peut se demander quel est l'intérêt de continuer à chercher des sources, puisque, comme disait Ortega y Gasset, toute lance levée, mais presque toute poignée de main pourrait servir. C'est ce qui amène Bonaventura Basegoda à essayer de chercher les protagonistes, et notamment Spinola, qui apparaît ici, marquis Spinola, dans une rencontre avec son ennemi de Breda, Maurice de Nassau, juste avant la trêve de 12 ans, donc en février 1608, bien avant la bataille de Breda et bien avant la peinture de Velázquez. En essayant de m'inspirer de Basegoda, je dirais qu'il y a quand même une clé manquante et que dans tous ces tableaux, il n'y a pas la remise des clés. Il n'y a pas du tout de remise de clés. Il y a d'une part une idée de concorde, et on le voit dans la rencontre de Nordlingen, qui est une rencontre entre rois alliés, avec Alcia, avec Abraham et Melchizedek, mais Maurice Nassau est mort pendant le siège, et donc la rencontre entre Spinola et le frère de Maurice Nassau n'est pas une rencontre du tout égalitaire. Donc l'idée de concorde serait peut-être un peu mise à mal avec ça. Ensuite, il y a l'idée de trêve et de paix, et je vous épargne la liste, mais cela ne correspond pas du tout à la victoire espagnole de Breda, qui n'est pas une victoire définitive, et Velázquez le savait parfaitement en 1635. La question donc serait, est-ce qu'ils ont pu parler de ceci, de cette remise des clés que vous avez à l'écran?
Alors, il y a de rares mentions dans la bibliographie, d'une part dans un livre sur Rubens et l'Espagne de Vosters, où il écarte la possibilité, il fait l'éloge de Velázquez, je vous l'épargne, c'est à nouveau la même idée d'un protectionnisme autour des lances. D'un autre côté, Laura Olivan est plus optimiste. News of this portrait would most likely have reached Velázquez via conversations with Rubens. En fait, ils ont passé quelques mois ensemble à Madrid. Peut-être qu'ils ont parlé. Je vous épargne la citation. Alors, de quoi aurait-il parlé? Il n'y a pas d'image qui aurait pu être partagée à ce moment-là. On connaît une esquisse du triomphe de Juillet, mais qui est une esquisse antérieure à l'idée d'introduire cette remise des clés, ce qui complique encore, comme vous le voyez, les choses. Et il faut se remonter à la chronologie de la composition. Alors, la commande du cycle de Marie de Médicis date de février 22. En avril 22, on a les premières mentions de ce triomphe de Juillet. L'esquisse de Munich doit arriver à ce moment-là. Ensuite vient l'ajout de la scène du second plan, et en juin 1625, le tableau est visible dans le palais du Luxembourg. Donc, d'où vient cette idée? J'y reviens par la suite, mais elle vient d'un projet pacifiste de la part de Rubens, d'un projet politique de la part de Marie de Médicis, d'établir une paix catholique à la mort de son mari. J'y reviens tout de suite. Alors, après avoir remis sa peinture, quel souvenir pouvait garder Rubens? Il en gardait très probablement. Il a donné quelques esquisses à l'abbé de Saint-Ambroise, dont l'esquisse que je viens de montrer. En 1626, il y a un poème néo-latin qui fait l'éloge du cycle. Rubens le reçoit, il le commente, il n'aime pas du tout certaines interprétations allégoriques. Il y a une réédition du poème en 28 et il est envoyé alors à Rubens. Donc Rubens devait garder des traces de son cycle pour pouvoir discuter précisément les allégories que Morisot commentait. Par ailleurs, en 28, il commence à travailler au cycle d'Henri IV. Donc il devait avoir également en tête ce qu'il avait fait pour Marie de Médicis. Le 15 septembre, je le rappelle, il arrive à Madrid. Qu'en est-il de Madrid? Alors à Madrid, il a apporté plusieurs tableaux, dont cette rencontre d'Abraham et Melchisédek dont je vous parlais. Il a fait des portraits du roi, dont un portrait équestre, et il a peu parlé avec des peintres, seulement avec Velázquez, qui l'a accompagné à l'Escorial. Bon, c'est Pacheco qui dit ça, c'est peut-être pas complètement vrai, mais il y a une série de visites que Rubens et Velázquez auraient pu faire, qui auraient pu rappeler ou être l'occasion de discussion sur le portrait équestre de Marie de Médicis. Pourquoi? Parce que le cheval de Marie de Médicis, c'est le même cheval que le portrait du duc de Lerme, qui était dans les collections royales depuis 1607. Donc Rubens a pu revoir ce cheval et peut-être en parler avec Velázquez, on ne sait pas. Par ailleurs, il a fait le portrait équestre de Philippe IV, occasion peut-être de rappeler ce dernier portrait équestre que Rubens venait de faire, qui est le triomphe de Juillet. En outre, si on revient à l'hypothèse de Rubens comme source des deux tableaux de 34-35, il y a un air de famille quand même dans toutes ces poignées de main et rapprochements. Peut-être que c'était aussi l'occasion de ce dialogue. Bon, ce ne sont que des hypothèses. Ce qui est peut-être plus intéressant que ces hypothèses de lien entre les deux peintures, elles sont indémontrables, et j'en suis bien conscient, plutôt que ces hypothèses, ce qui m'intéresse pour conclure, pour finir cette présentation, c'est d'interroger comment il y a une émulation éventuelle entre Rubens et Velázquez sur les possibilités de la peinture pour défendre la paix, sur l'idée d'une peinture pacifiste, d'une part à Paris, d'autre part à Madrid, autour de ces deux cycles, le Salón de Reinos pour Velázquez et le cycle de Marie de Médicis. Donc, je vous ai mis ici le tableau avec la remise des clés, avec les deux tableaux qui l'entourent dans ce cycle, le concert ou le Conseil des dieux pour les mariages réciproques de la France et de l'Espagne, et l'échange des deux princesses de France et d'Espagne en 1615. Donc, d'une part, la décision de la paix, et d'autre part, la mise en application de cette décision. Vraiment, entre les deux, nous avons le portrait équestre qui fait un peu tâche, qui, par ailleurs, montre la prise d'une ville
catholique par les armées françaises pour la remettre aux protestants. Énorme problème pour Marie de Médicis et ses conseillers, parce que c'était un projet défini par Henri IV dans une logique de un travail de sape contre l'Espagne. Et en fait, Marie de Médicis est arrivée au trône précisément en 1610. Au mois de mai, Henri IV est mort. Au mois de septembre, Julier est prise. Et Marie de Médicis n'a pas d'autre alternative que de suivre ce qu'avait décidé son mari et de donner la ville catholique aux protestants. Pourtant, son projet était de signer la paix avec l'Espagne, de revenir à une paix catholique, et c'est pour ça que ce triomphe de Julier n'est pas l'occasion d'une emphase épique de la part de Rubens qui montrerait des scènes de bataille et autres. Au contraire, il se trouve vraiment pris en sandwich entre deux tableaux qui montrent la décision de la paix avec l'Espagne. Je vous montre ces tableaux, le Conseil des dieux. Ici, vous voyez notamment au-dessus de moi Vénus qui retient Mars et Jupiter et sa femme qui sont en train de décider de l'importance du mariage pour la paix. Le tableau après le triomphe de Julier, c'est précisément l'échange des princesses pour assurer cette paix. Et ce sont deux tableaux où Marie de Médicis n'apparaît pas, ce qui explique peut-être voilà, cet équilibre qui a été trouvé avec le portrait équestre qui se trouve vraiment au milieu entre les deux. C'est ce qui explique une autre particularité de cette remise des clés, c'est que si on voit la quantité des deux armées, l'armée qui se confond avec les pattes du cheval de la reine, donc l'armée française, est bien plus nombreuse que l'armée qui reçoit les clés. Bon, c'est parce que la remise des clés n'est pas une remise entre ennemis, mais entre alliés de circonstance, les Français catholiques et les protestants en face, qui acceptent les clés à ce moment-là. Donc c'est une peinture de guerre, mais une peinture de guerre assez pacifiste en fait, assez limitée, très discrète, vraiment au second plan d'un portrait équestre qui est introduit entre deux scènes vraiment pour la paix, et il n'y a que trois petits canons qui explosent encore pour montrer qu'il s'agit bien d'une bataille et pas autre chose. Par ailleurs, entre parenthèses, ça explique que ce tableau a été mal compris pendant des décennies et qu'on ait compris que c'était plutôt l'arrivée de la reine à Pont-de-Cé pour se rendre à son fils, plutôt qu'une scène vraiment de bataille. Donc vraiment la charge belliqueuse de ce portrait est vraiment réduite par rapport aux projets initiaux du cycle de Marie de Médicis. Et c'est là que je trouve qu'il y a un parallèle intéressant avec Breda, comme épopée pacifique, qui est une piste lancée par Svetlana Alpers, notamment dans Les Vexations de l'art, qui a également travaillé cette peinture de la paix dans son livre sur Rubens, où elle dit que notamment cette kermesse qui est au Louvre et d'autres montrent une recherche par Rubens d'une culture festive, pacifiste, d'un retour à une paix bucolique, où l'on peut boire jusqu'à se rendre malade, danser, etc., arrêter la guerre, tout simplement. Mais Rubens appartient encore à une génération où l'épopée est celle de l'action. Et Svetlana Alpers en veut pour preuve la disparité entre ces deux tableaux de même thème de Rubens et Velázquez, donc Mercure et Argus, ici sur le point de se faire décapiter dans le tableau de Rubens. De l'autre côté, Velázquez est beaucoup plus discret, beaucoup plus, dans les termes de Svetlana Alpers, pacifiste. Et cela peut rejoindre une dynamique dans la poésie de cette époque-là, qui est une dynamique vers l'épopée pacifiste. C'est contradictoire dans les termes. Je passe peut-être pour revenir ensuite à ceci, pour montrer une référence sur cette question-là. Un livre de Mercedes Blanco sur Góngora Heroico, comment les solitudes de Góngora, donc un poème très difficile, de style sublime, donc de style épique, mais qui raconte un pèlerinage amoureux d'un homme qui échoue dans des îles inconnues et qui va assister à un mariage, puis assister à une scène de chasse, comment ce poème-là répond à une demande, à la dernière demande de l'épopée, après toutes les grandes épopées depuis Arioste de la Renaissance, en fait, la dernière grande demande de l'épopée, c'est comment peut-on faire une épopée de la paix.
Et c'est ce à quoi répond Góngora dans Les Solitudes, en appliquant un style sublime à un sujet qui n'était pas forcément militaire. Et c'est peut-être un peu ce que fait Velázquez avec ce tableau, un tableau certes de guerre, mais où il va réduire la charge belliqueuse en travaillant avec les mêmes moyens que les poètes utilisent pour l'épopée. Alors, quels sont ces moyens? Très rapidement, il utilise les sources historiques, et notamment dans ces sources historiques, il va chercher les moments les plus grandioses d'une scène de reddition. Alors, je vous résume ces textes-là, vous l'avez à l'écran pour une fois en français. Ici, le texte des capitulations précise que les protestants avaient le droit de sortir de Breda en bon ordre, avec les drapeaux levés, les armes chargées, comme s'ils partaient en campagne. Pourtant, quand il s'agit de décrire le moment de la remise des clés, en fait, face à la courtoisie des vainqueurs, les vaincus vont quand même abaisser les drapeaux. C'est eux qui renoncent aux droits qui leur avaient été donnés dans les capitulations, et l'historien jésuite, qui est favorable évidemment à l'Espagne, mais n'empêche, il dit « Ils inclinèrent modestement leurs drapeaux, aucune voix injurieuse ne se fit entendre de part et d'autre, ils se souriaient en silence. » Voilà probablement ce que représente ici Velázquez avec la rencontre. Alors on ne voit pas vraiment de sourire à proprement parler, mais on voit cette rencontre, et derrière les généraux, on voit bien un drapeau de la troupe vaincue, le drapeau à gauche, qui est incliné, contrairement à ce que stipulaient les capitulations. Source historique, source poétique également. Calderón de la Barca avait fait une pièce d'actualité sur la prise de Breda, imprimée tardivement en 1640, mais connue par manuscrit depuis 1632, comme vous le voyez à l'écran. Et c'est à la fin de cette pièce que la scène de la remise des clés, avec les deux groupes de part et d'autre de la scène, c'est de cette pièce-là que vient ce modèle-là. Alors que pour tout cela, Velázquez ait ajouté une ou plusieurs des sources peintes que je montrais auparavant, c'est également très probable, dès lors que l'on considère qu'avec les textes, il pratique de fait l'imitation éclectique, l'imitation composée. Il va chercher l'historien et le poète pour les rassembler. Et je finirai avec un dernier détail sur cette idée d'une épopée de la paix, en essayant encore une fois de réunir les innovations, les propositions de Velázquez avec l'histoire de l'art de sa période, non pas en l'isolant comme le maître de la lumière, seulement éduqué par la réalité, mais également par les tendances les plus à la mode à son époque à lui, pardon. C'est la question de la représentation par la nature de la guerre. Et je voulais mettre l'accent sur le fait que le fleuve ici est ensanglanté. Vraiment, on dirait... c'est vraiment gore. C'est le fleuve qui est plein de sang après la bataille de Nördlingen. C'est cette eau rouge qui sort ici dans le tableau de Rubens. Rien de tout cela dans le tableau de Velázquez, où tous les corps sont intègres, il n'y a pas de blessure. Il y a au contraire une emphase sur le paysage. Et dans l'historiographie de Velázquez, c'est avant tout comme un grand maître des paysages qu'il va entrer dans la peinture d'histoire. Et sur ces paysages, je voulais mettre l'accent sur un détail qui apparaît dans beaucoup de poésie, qui apparaît dans Virgile, qui apparaît dans Garcilaso, c'est le fait que la discorde, que la haine, mais aussi que la peine d'amour, etc., empêche l'herbe de pousser. Alors on se rappelle surtout d'Attila, etc., mais c'est quelque chose qui apparaît également dans la peinture de cette époque-là, et dans cette peinture d'une guerre de religion, notamment ici la pêche aux âmes de Van de Ven. Je vous montre les deux arbres, l'arbre florissant du côté protestant, avec le petit arbre orange qui grandit, ce n'est pas un hasard évidemment, et de l'autre côté, au-dessus du pape, on a un arbre qui est sec, qui est moribond. Velázquez fait quelque chose d'assez semblable, en préférant le paysage comme expression de la victoire, plutôt que le sang, plutôt que la rivière ensanglantée, en faisant, comme le dit Svetlana Alpers, plutôt qu'une épopée de l'action à la Rubens, une épopée de la paix.
Je conclus avec Théophile Gautier, qui disait en 1865 que Velázquez est le plus grand coloriste du monde, vraiment le peintre de l'Espagne féodale et chevaleresque. Alors, ce sont des sombres méridionaux que tous ces Espagnols, un peu trop chevaleresques, peut-être trop belliqueux. On peut voir que ce n'est pas le cas au moment où Velázquez travaille. Son art est frère de celui de Calderón. De fait, oui, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui devrait isoler Velázquez dans cette Espagne détachée du reste de l'histoire de l'art. Il ne relève en rien de l'Antiquité. On pourrait revenir là-dessus si le dialogue avec Rubens est si intense, sachant que Rubens est le peintre érudit par excellence. Sa peinture est romantique dans toute l'acception du mot, et voilà peut-être le principal problème pour la bonne compréhension de Velázquez en général et de sa réception en Espagne et en France. Merci beaucoup. Non. Oui. Si, ça y est. Bon, merci infiniment Hector d'avoir ouvert le bal de 2026 qui va avoir une apothéose avec l'exposition Zurbarán. Je pense que vous devez avoir beaucoup de questions, de commentaires à propos de cette très stimulante et intéressante présentation d'Hector qui a en plus fait des propositions au sujet de toute la peinture espagnole et de sa réception et notamment en France. Je pense que l'une des questions en fait que moi j'aimerais te poser pour que chacun puisse commencer à réfléchir aux questions qu'on pourrait se poser, c'est celle du Salon des Royaumes. J'ai été au Salon des Reinos. J'ai été frappée par ce que tu as dit à propos des peintres de la cour finalement qui ont été soit des portraitistes et ont été cantonnés pour certains au portrait et les autres à la peinture d'histoire. Et donc tu as dit à un moment, mais peut-être que mais la façon dont je l'ai compris ou noté était pas correcte, n'est pas le reflet de ce que tu voulais dire. Velázquez aurait été la seule exception de celui qui pouvait à la fois faire et des portraits et de la peinture d'histoire. Mais en fait, je pensais évidemment à Zurbarán, c'est pour ça que je commençais en citant, en faisant allusion à l'exposition dont Charlotte est la commissaire et qui ouvrirait en octobre. Zurbarán a été invité à faire peut-être des batailles, et puis finalement on n'en a conservé qu'une seule, et un ensemble de peintures mythologiques qui sont les travaux d'Hercule pour le même espace. Il a fait des peintures d'histoire à cette occasion-là, donc Velázquez n'aurait pas été une exception, et d'autant moins que dans cette pièce, ils ont invité en fait ce qu'il y avait de mieux comme peintre et de la cour et d'ailleurs. Et il y avait aussi Carduccio, et Carduccio a fait, alors ça me fait penser au très bel autoportrait de Carduccio de Glasgow, où il a montré que lui aussi il faisait des portraits alors que lui était plutôt cantonné à la peinture d'histoire. Tout ça juste pour t'inviter à des réflexions, à des commentaires, enfin voilà, ce qu'on réfléchisse à cette question. Est-ce que c'est pas aussi le Salon des Reinos qui est, je sais pas si une exception voulue d'Olivares et de Philippe IV, ou voilà, ou est-ce que c'est un moment isolé, ou est-ce que c'est représentatif, et à quel point en fait on peut en faire un exemple ou un modèle de quelque chose qu'on n'aurait pas vu.
puisque ici, ils ont tous été invités à faire des peintures d'histoire, alors que je pense qu'ils en faisaient par ailleurs, mais peut-être pas de la peinture d'histoire contemporaine. Oui. Alors, merci beaucoup. Il y a des Espagnols qui sont invités à faire de la peinture d'histoire, mais il n'y en a pas qui soient à ce point invités à faire et de la peinture d'histoire et des portraits dans des espaces cérémoniaux où ces peintures vont être très visibles. Évidemment, les peintres qui sont capables de faire une peinture d'histoire sont également capables de faire des portraits et encore plus des autoportraits, mais la diffusion de ces portraits est moindre, la célébrité de ces portraits est moindre que dans ce cas où l'hypothèse qui est... Bon, l'affirmation est surtout de Jonathan Brown, en fait, qui dit qu'il y a cette séparation qui vient de l'Escorial entre peintre du roi, portraitiste, et peintre du roi, narrateur, et que le premier à réunifier ces deux spécialités, c'est Velázquez, dans ce cas précis. Dans ce salon, tu veux dire, alors? Oui, dans le salon. Ce n'est pas que les Espagnols, je ne voulais pas dire que les Espagnols sont nécessairement cantonnés au portrait. Au contraire, ici, c'est aussi, d'ailleurs, sous l'impulsion de Velázquez qui peut-être aurait recommandé Zurbarán ou pas, en tout cas qui a fait venir un autre peintre en vue à Séville pour l'accompagner. Il y a une revendication quelque part nationaliste, qui n'est peut-être pas nationaliste de l'Espagne, mais qui est sans doute nationaliste de l'Andalousie, du sud de l'Espagne. Il y a une revendication du fait que les Espagnols peuvent faire de la peinture d'histoire, mais en fait, la capacité de faire les deux, les portraits et l'histoire, c'est vraiment le cas unique de Velázquez dans le Salón de Reinos. Alors, il y en aurait d'autres ensuite, mais c'est ce que dit Jonathan Brown pour expliquer aussi cet aspect un peu, cet apax vraiment de Velázquez, qui est le seul cité avec Navarrete, qui devient une figure mythique. Comme il est mort, on ne peut pas critiquer sa peinture comme n'étant pas assez ci ou ça. Et donc Velázquez est le premier peintre à avoir cette maîtrise complète, en fait, des deux genres opposés. Mais évidemment, Zurbarán, et l'exposition le montrera, est capable de faire les deux aussi. Oui, mais ça, c'est une affirmation de Brown. Est-ce que Brown, en fait, en affirmant cela, n'est pas en train juste de répéter ce qu'on a répété il est en train d'expliquer ce qu'on a répété, mais est-ce que c'est... je veux dire, le fait que dans le Salón de Reinos, on ait des portraits de Velázquez et une peinture d'histoire contemporaine, encore une fois, parce que il y a plein de peintures d'histoire qui sont des peintures de scènes religieuses, en fait, et c'est aussi des peintures d'histoire. Mais là, est-ce que c'est pas... C'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai on se bat tous, en fait, avec les clichés, et on cherche tous à savoir ce qu'il peut y avoir de vrai dans ces clichés, finalement, parce qu'on nous a appris, et à juste titre, que dans les clichés, il y a aussi du vrai. Alors à quel point il y a du vrai, et à quel point on est en train de répéter ce que finalement on a voulu voir. Il est incontestable, enfin l'intérêt, je trouve, de Brown, c'est qu'il est incontestable qu'il y a eu une séparation entre la charge de portraitiste et la charge de peinture d'histoire, et que Velázquez a été celui qui a réussi à faire de la peinture d'histoire et d'autres genres de peinture aussi, et donc à se défaire en quelque sorte de ce carcan avec l'expulsion des Morisques, qui est un tableau malheureusement disparu. Mais est-ce que finalement on peut, grâce à ça, revenir sur ce cliché d'une peinture plutôt peinture d'histoire ou plutôt pas peinture d'histoire, ce qui rejoint la question de la peinture religieuse, enfin peinture espagnole et peinture religieuse. Je ne sais pas si je suis très compréhensible. Oui. Alors oui, effectivement, le problème de cette vision des choses, c'est que Velázquez devient l'arbre qui cache la forêt, en fait, et que le reste des peintres espagnols qui ont travaillé depuis Navarrete el Mudo deviennent nécessairement des peintres de la réalité, des peintres de l'imitation, des peintres du portrait, des peintres de cette Espagne complètement séparée de l'histoire de l'art, de l'Antiquité, des sources d'imitation, et qui ne sont que dans le rapport servile au réel, qui est effectivement un cliché contre lequel il faut se battre. Mais
Je pense que ça a du sens dans la carrière de Velázquez, dans la mesure où il fallait le défendre de l'accusation de n'être qu'un portraitiste. Et plusieurs fois, il a eu ce problème-là, notamment dans un contexte de rivalité avec Carduccio et avec les peintres italiens ou italiens de seconde génération qui sont à Madrid. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres espaces de production de peinture qui ne sont pas Madrid, où la peinture religieuse est déjà devenue cette peinture de retable. Ce n'est plus la peinture des retables type Morales où c'est surtout des portraits. Non, on a déjà des retables depuis la génération du Gréco, en fait, en grande partie à cause du Gréco, des retables qui sont des peintures d'histoire. Donc, où il faut connaître ces antiquités de Rome, où il faut connaître ce qui se fait ailleurs et où il faut savoir faire de la peinture d'histoire, même si le portrait vend bien aussi dans le marché privé. Mais... Oui, c'est vrai que c'est... Oui, bah non, on va pas faire un dialogue. Toi tu veux... Puis après, il y a Maria Victoria. Je voulais juste rebondir sur, effectivement, d'inscrire le tableau dans l'ensemble du Salon des Royaumes. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans la communication, c'est effectivement, factuellement, pour le Salon des Royaumes, c'est Velázquez qui a eu la plus belle part. C'était lui qui avait la charge qui allait avec. Donc c'est lui qui avait le plus grand nombre de peintures. Ensuite, Zurbarán, probablement recommandé par Velázquez. Et ensuite, donc, quand même, toute une équipe, chacun un tableau, un grand tableau. Et c'est vrai que ce qui était très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que, d'une certaine façon, la célébrité de ce tableau en particulier des Lances, elle s'explique justement parce que, ce que tu nous as très bien démontré, parce qu'elle s'inscrit dans un ensemble plus généreux pour Velázquez, pour cette commande tellement importante, parce qu'il s'affirme à la fois comme portraitiste, comme peintre d'histoire, et donc son tableau d'histoire devient le plus exceptionnel, alors que quand on repense aux autres, qui étaient tout autour, ils ont tous un schéma de composition assez proche, avec ce système de très grands paysages à l'arrière-plan, avec ce premier plan toujours avec une galerie de portraits, etc., avec des variations, bien sûr, on pourrait regarder finement chaque tableau, mais finalement, ce qui est en dehors un des deux Zurbarán qui est perdu, voilà, ils sont tous là, on les connaît très bien, et le tableau des Lances n'est pas si extraordinaire dans cet ensemble. Au point de vue de composition, au point de vue de... Il y a ce jeu intéressant, mais tu as montré plein d'autres exemples de ce jeu de lignes parallèles des lances qui sans doute nous parle aujourd'hui. Mais donc c'est en soi un tableau qui n'est pas extraordinaire dans cet ensemble, mais en revanche, le rôle de Velázquez pour cet ensemble était hors du commun, et tu as très bien montré l'importance que ça avait en Espagne d'être à la fois un peintre de portrait, un peintre d'histoire. Donc merci, parce que ça aide à comprendre, en fait, ça aide vraiment à comprendre pourquoi ce tableau a été autant distingué. Et ensuite, tu nous as parlé de l'historiographie, qui est encore un autre aspect. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de revoir ensemble, et ce sera une autre conférence, de le réinscrire dans l'ensemble du cycle. Ouais. Merci beaucoup. Oui, on attend la réouverture du Salón de Reinos pour voir ce tableau avec ce qui reste de cette série-là, parce que peut-être celui de Maïno, qui est également extrêmement célèbre, serait plus original éventuellement, et beaucoup d'autres montrent beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de cette épopée de l'action qui est une alternative à ce que Velázquez propose. Et peut-être que le tableau de Velázquez pourrait sembler un peu immobile, un peu sans développement, comme diraient les Florentins autour de 1600 sur la peinture espagnole, en fait, finalement. Mais on a hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Il y en avait. Oui. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Ce que vous avez dit sur Jonathan Brown me fait penser à ce que disait Sigüenza sur Navarrete, justement, parce que c'est le seul qui bénéficie d'une évaluation qui est illustrée par une description de son œuvre, et c'est précisément le caractère polyvalent du peintre qu'il loue. Sigüenza, il dit, il est super fort en portrait, donc il fait des dessins qui sont d'un naturalisme incroyable, mais regardez ce petit arbre derrière et cette petite montagne derrière, et il plonge vraiment dans le tableau, et c'est vraiment cette équivalence entre la qualité de la peinture des figures et celle du paysage
qu'il loue, quoi. Et c'est un peu ça qui fait en partie, bien sûr, il y a d'autres aspects, mais c'est un peu ça qui fait de Navarrete le peintre, son peintre préféré, quoi. Donc c'est intéressant. Et ensuite, j'avais une question à propos d'un terme que tu as utilisé, surtout dans la première partie de ta présentation, c'est le terme génie. Tu as qualifié Velázquez de génie, enfin tu l'as appelé génie, et je me demandais si tu avais utilisé le terme génie comme équivalent simplement de grand maître, ou, et ma question vient de là, parce que j'ai l'impression que tu l'as utilisé au moment où tu parlais de l'historiographie française qui s'est faite autour de la figure de Velázquez au XIXe siècle, donc la réception postérieure, romantique, et tout ce qui a été créé un peu autour de ces figures. Et moi, ma question sur le génie, en fait, je me demandais si tu avais réfléchi à la possibilité que l'utilisation de ce terme ait un peu contribué à l'isolement de la peinture espagnole, dans la mesure où la notion de génie implique un peu comme un accident, quoi. C'est comme si le génie dépassait, enfin c'est comme une tête qui dépasse d'une médiocrité ambiante. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que l'historiographie française romantique a fait avec l'Espagne. Elle a créé une sorte de marasme un peu médiocre avec quelques têtes géniales qui dépassent. Et du coup, je me demandais si tu avais utilisé ce terme dans ce sens ou dans un sens plus neutre qui s'utilise aussi. Voilà. Merci. Merci à toi. Vraiment, c'est très intéressant parce que je l'ai utilisé sans trop réfléchir parce que je voulais justement montrer à quel point ce tableau avait été isolé, comme tu le dis, comme l'exception dans le marasme. Mais effectivement, la citation à la fin sur Velázquez comme romantique par excellence et rapproché de Calderón, c'est exactement cette idée-là du génie romantique qui est le porte-parole isolé d'un peuple et qui n'a pas besoin d'être formé, qui n'a pas besoin d'avoir fait des voyages, d'avoir étudié son latin, etc. Il a surtout besoin d'être l'incarnation de l'esprit d'une nation à cette époque-là. Et c'est ce que l'on apprécie au moment où Théophile Gautier écrit chez Calderón, qui va être, de même que Shakespeare, un ennemi du classicisme français, qui a été le modèle par excellence de la culture lettrée classique, donc, où il s'est agi de respecter l'érudition antiquaire. Vraiment, les trois unités, etc. Le théâtre est particulièrement clair en cet aspect. Il faut respecter les trois unités, faire comme Aristote le demande dans la poétique, en fait dans les réinterprétations de la poétique du XVIe siècle. Mais d'un coup, au XIXe, on découvre que Shakespeare et Calderón sont les deux grandes exceptions dans le panorama européen à tout cela, qu'ils n'ont rien à faire des unités, qu'ils peuvent faire des voyages d'île en île ou mettre le monde entier sur une scène. Et c'est en ce sens que Velázquez est rapproché aussi de lui comme un peintre génial et donc quelque part naïvement génial en fait, ingénu et capable de copier le réel en ayant des fulgurances. Et c'est encore ce que disait l'actuel roi d'Espagne, hein, il s'est consacré à l'étude de la lumière et non pas à l'étude de l'histoire de l'art. Et je pense effectivement que c'est un problème pour considérer et la peinture espagnole de cette époque-là et Velázquez en particulier. Quant à l'autre question, je pense qu'il faudra continuer à en parler parce que la question serait quelle est la culture en histoire de l'art de Sigüenza, au-delà de ce qu'il voit vraiment à l'Escorial. Et ça, je pense que tu aurais plus d'armes que moi pour répondre. Mais sur Navarrete, ce qui serait aussi très intéressant, c'est de considérer qu'il copie, il copie Van der Weyden à l'Escorial. Il connaît la peinture italienne, à la fois celle de Venise et celle de Rome. Et c'est donc un peintre un peu passe-partout, qui est capable de reproduire, d'imiter, de s'approcher des différentes options qui vont s'affirmer comme des écoles régionales précisément à partir de cette génération-là, un peu avant en Italie sans doute, mais qui font de l'Escorial peut-être un musée de la peinture européenne et de l'Espagne en tant que lieu d'importation de peintres.
en fait, l'endroit où l'idée d'un musée universel peut apparaître quelque part. Et pourtant, Navarrete n'a pas fait grand-chose. Hein. Et Navarrete, il n'a pas fait de portrait en plus. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des portraits enfin, c'est quand même aussi comme ça qu'on a écrit on a écrit que c'était des portraits, mais ce ne sont pas des portraits. Enfin, ce sont des portraits que si on veut bien que ce soit des portraits. Enfin, comme on peut le dire de beaucoup de figures religieuses, mythologiques, enfin, peu importe en fait. Oui, peut-être qu'il y avait des modèles et peut-être que non. Enfin, en plus, en montrant la fresque de Raphaël, on peut se demander quand même en quoi on peut dire que ce sont des portraits. Donc c'est aussi un biais qui a été répété, et ça c'est intéressant, comment les biais sont répétés de génération en génération, et pas seulement dehors, pas seulement depuis l'étranger, mais aussi par les auteurs, les historiens de l'art espagnols, voilà, peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas au cours du XXe siècle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation qui a permis de soulever plusieurs points. Et pour revenir sur la gravure et l'estampe au XVIIe en Espagne, vous avez donc évoqué peut-être ce choix de limiter l'art gravé, l'estampe en Espagne, pour affirmer la qualité intellectuelle de la peinture et son exception. Dans cette Europe du XVIIe, donc, qui développe particulièrement la gravure. Est-ce que c'est également pas lié à une forme d'instabilité politique qui est en Espagne d'un point de vue des puissances, et peut-être aussi un désintérêt du pouvoir royal pour la question de la gravure, des ateliers, puisque dans d'autres pays comme en France, le XVIe siècle, mais surtout Louis XIII, qui va réaffirmer le dépôt légal et particulièrement soutenir l'art gravé en France. Est-ce qu'en Espagne, en comparaison, en fait, il n'y a pas un désamour du pouvoir royal de la gravure qui empêche quelque part cette diffusion de l'art espagnol dans toute l'Europe? Peut-être. Mais merci, parce que en fait, c'est assez complexe dans la mesure où même des zones très instable, notamment je pense à tout le nord de l'Europe, en fait, qui est un centre de production d'imprimés et de gravures vraiment phénoménal. Ce n'est pas l'instabilité politique qui empêche quoi que ce soit, mais il est vrai qu'il y a le cliché depuis Philippe II, et dans les clichés il y a une vérité à nouveau, d'un roi moins visible, un peu retiré dans son escorial, etc. Pourtant, il y a des gravures, et notamment il y a des centres de production de gravures qui offrent des gravures au roi d'Espagne en le représentant. Donc il est très content de recevoir ça, il conserve ça, d'ailleurs c'est conservé dans la bibliothèque de l'Escorial, dans la bibliothèque du Palais Royal, etc. Donc il n'y a pas un refus en tant que tel de la gravure. J'essayais de faire un peu de nécessité-vertu, et c'est vrai qu'il y a moins de graveurs très compétents à Madrid qu'à Anvers, qu'à Lyon, etc. Mais peut-être que c'est aussi lié à la recherche par les peintres, non pas d'une diffusion ailleurs, mais d'une conquête à l'intérieur, d'une conquête de la cour de Madrid, et Velázquez en est la preuve. Zurbarán serait également un exemple. Quelque part, si on inverse le point de vue, peut-être que le fait de diffuser des images par gravure, c'est dans le but de se faire, de recevoir des commandes. Rubens qui va aller à Londres, qui va aller à Paris, qui va aller à Madrid. Peut-être que les peintres en Espagne, qui ont au moins politiquement la croyance très forte dans la supériorité de l'Espagne dans le concert des nations à ce moment-là, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'exporter leurs gravures, et qu'ils veulent avoir la dignité d'une diffusion copiée à la main
Comme en littérature, à ce moment-là, les manuscrits ont ce côté un peu vintage que peut avoir un vinyle par rapport à Spotify aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a de ça à ce moment-là, même si effectivement la moindre visibilité du roi d'Espagne est un fait. Et oui, ça c'est vrai. Merci. Fran. Et vous pouvez, enfin, oui, Fran va poser une question en espagnol, hein, donc on a... Perdón. Enhorabuena, Héctor. Sí. Escuchándote me acordaba de las clases del profesor Checa de Velázquez, que él decía que precisamente las tres últimas pinturas, las tres últimas grandes pinturas, la Venus del Espejo, las hilanderas y las Meninas, aparte de ser manifiestos visuales sobre la liberalidad de la pintura, eran una manera de Velázquez de el mostrar o homenajear su genealogía artística, ¿no? Y él decía que en las hilanderas precisamente era una cita tanto a Miguel Ángel como a Rubens como a Tiziano, y que los tres están presentes, ¿no? Sí. O sea, aunque costó encontrarlo, ¿no? Y luego en las Meninas están las copias de Carreño de Miranda de los cuadros de Rubens en el fondo. Entonces desde ahí encaja perfectamente que estos cuadros tengan relación entre sí. Y además pensaba en la ausencia de firma, que es verdad que siempre se relaciona con las firmas de Carducho, pero claro, aquí es como yo soy capaz de hacer esto, ¿no? La papela en blanco del cuadro. Y claro, eso en contraposición con ese proteccionismo españolista de la ausencia de... Y justo me acordaba, pues precisamente por lo que estoy leyendo ahora, que Théophile Togué, cuando escribe su crítica de la Galería Española de Luis Felipe, dice que Murillo es el más español porque nunca salió de España, entonces su pintura era la más original porque no tenía influencias externas, cuando ya se sabía en ese momento que sí las tenía, ¿no? Y esa cuestión de la ausencia de referentes es curiosa por lo lejos que llega, porque es que hasta Gallego hace muy poco. O sea, es curioso esas visiones como contrapuestas respecto a... Sobre todo en un momento como el de Velázquez, cuando citar este tipo de pinturas o a esto era un elemento de autocelebración hasta cierto punto, de la erudición propia de un pintor, ¿no? Y ya por último también pensaba en lo que decía Pereda de la túnica de José y en Crimen e Ilusión habla de la túnica de José y de la fragua de Vulcano como dos pinturas plenamente barrocas, porque Velázquez consigue esconder los temas, o sea, los temas no están presentes, son pinturas de una ausencia entre comillas, pero lo esconde precisamente a través de citar un montón de escultura clásica, o sea, representar una escena distinta por una cuestión de decoro, pero también por una cuestión de autoafirmación, ¿no? Entonces, claro, desde ese lugar yo sí que veo perfectamente, bueno, aparte de que la relación visual es obvia, es que se entiende perfectamente que hubiese una voluntad expresa de querer relacionarse con eso, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, ese es precisamente el problema, que es que como estos pintores se han considerado como pintores españoles y ellos no intentan ser españoles, intentan rivalizar con, como has dicho, con Roma, con Venecia, con Rubens, con Miguel Ángel, con Tiziano, y lo que se define en realidad es la idea de una categoría de pintor que es un pintor internacional en esta época. Y Velázquez es plenamente parte de este proceso, porque en sus viajes lo reconocen como capaz de, no sé, fundirse en el paisaje de los pintores venecianos cuando está en Venecia, de los romanos cuando está en Roma, etc. En cuanto a la ocultación del tema, es extremadamente interesante, porque para las hilanderas pues hay también una enorme discusión historiográfica sobre si esto es una representación de la realidad, el cliché asociado siempre a la pintura española, una realidad que sería protoindustrial, de un taller de hilado, un poco como la Real Fábrica de Tapices, etc. Y al ser un tema pues asociado a una cierta visión de la mujer en el siglo XX o en el siglo XIX, tuvo que ser una mujer, Enriqueta Harris, la que viera que ahí no había una realidad copiada simplemente, sino que había un tema mitológico, y que detrás de ese hilo mitológico hay multitud de referencias, tanto de la mitología y de la poesía como de la historia del arte. Y yo creo que ese proceso estamos todavía en ello, y es joven, hay que seguir redescubriendo estos cuadros de Velázquez como cuadros anticuarios, cuadros muy eruditos, en los que se oculta el tema
voluntariamente, pero porque es lo que se hace en este momento, porque es lo que hace Góngora por excelencia en la poesía. Pues es difícil de entender incluso para los autores de la época, con lo cual hay que ir a buscar y esto es un arte que se merece, y se merece no como una copia de la realidad, sino realmente como un compendio de historia del arte, ¿no? como un manifiesto. Así que sí, muchísimas gracias y es curioso que llegue tan lejos este tipo de clichés, ¿no? Hasta los años 90 y la exposición del Prado, hasta anteayer, como quien dice. Merci. Il y a un parallèle que tu as fait qui me semble très intéressant. Je ne sais pas à quel point il est nouveau. Je pense qu'il est nouveau. Le parallèle que tu fais avec Góngora. Je pense que c'est extrêmement stimulant de passer juste par l'écrit et de passer par la gravure. Et c'est vrai que c'est une chose à laquelle moi j'avais jamais vraiment pensé, à cette absence de reproduction qu'on peut voir aussi chez Zurbarán d'ailleurs, qui n'a jamais et on a beaucoup démontré aussi de Zurbarán à propos de Zurbarán qu'il avait utilisé des gravures jusqu'à chercher vraiment figure par figure ce qu'il pouvait avoir utilisé comme gravure. Mais il n'a pas utilisé la gravure pour diffuser son œuvre. Et Dieu sait s'il y avait une circulation de gravure entre Séville et le Nouveau Monde. Les gravures, et il y a beaucoup de publications récentes sur Rubens dans l'Amérique vice-royale ou coloniale. Enfin, voilà, on peut utiliser les deux adjectifs. Il n'y a pas de gravure espagnole diffusée dans le Nouveau Monde, enfin, non. Alors, est-ce que Lope de Vega, en fait, est-ce qu'on peut voir derrière tout cela comme une association, comme la figure repoussoire serait celle de Lope de Vega qui s'associe avec Carducho, dont on sait qu'il faisait partie du même cercle. Oui. Courtisan, est-ce qu'en fait on peut lire ça comme une sorte de rivalité entre deux bandes, deux groupes de créateurs qui se seraient exprimés, même s'ils n'avaient pas le même âge, mais et puis bon, et surtout il y en a un qui est mort avant l'autre, mais est-ce que jusqu'où on peut aller en fait dans cette lecture entre guillemets de l'histoire on va dire, de la première moitié du XVIIe en allongeant un petit peu, on va jusqu'aux années 1640. Alors c'est une question extrêmement complexe. Je ne sais pas si elle est complètement neuve parce que je cite ici Roland Béard dans, encore une fois, ce numéro mais c'est un texte de 2020. Sur Pacheco. Non, ouais. Oui. mais en tout cas, c'est un travail en cours qui n'est pas explicitement cohérent, mais entre des personnes qui ont travaillé sur la polémique gongorine dans les 15 dernières années autour du projet Góngora du Labec-Sotteville à Sorbonne Université, dirigé par Mercedes Blanco, dont j'ai cité plusieurs travaux. Il y a un intérêt pour Velázquez, entre autres grâce à l'agrégation interne d'espagnol de 2020 à 2022 ou 2021 à 2023. Mais il y a là une convergence extrêmement intéressante et je pense que jusqu'à certains points, ça marche. Ça marche notamment pour Greco, qui est ami de Pallavicino. Góngora lui fait un sonnet. Pallavicino, qui est un des meilleurs amis de Góngora, lui fait un autre sonnet. Et il est en guerre avec Pacheco. Pacheco, de son côté, il a une position un peu... Il ne sait pas sur quel pied danser. Il est favorable à Góngora parce que Góngora est extraordinaire. Mais quand Góngora commence à être trop complexe, il se dit qu'il faut revenir à un espagnol plus lisible. Et Lope est complètement opposé à Góngora. Il est très proche de Carducho. Et tous les deux vont s'opposer à une peinture qui va peut-être également trop loin dans la recherche et dans l'occultation typiquement baroque, comme tu le disais, Fran, sur l'occultation des sujets.
voilà, ils vont s'opposer à cette façon si conceptuelle de faire de la peinture qui est celle de Greco, de Velázquez, et ils vont proposer autre chose, d'un peu plus agréable, plus facile à comprendre. Et jusque-là, on peut arriver jusque-là, jusqu'à la publication, je crois, de Carduccio. Après, Velázquez est si La important. publication de Carduccio, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être. Du dialogo de la pintura en 1633. 33. 33 ou 34. 33. Alors, Góngora meurt en 1627. 7. Et la première édition imprimée de Góngora, c'est également en 33. Et en fait, à partir de ce moment-là, il devient plus difficile de critiquer Góngora sans être vraiment un poète et sans être... bon, si on est courtisan, on connaît son Góngora un peu, on peut l'aimer plus ou moins, mais on ne va plus le critiquer. Et c'est un peu la même chose avec Velázquez, qui devient si important qu'on ne va pas le critiquer. Et la preuve en est que Faria y Sousa, qui est un poète peintre portugais qui se retrouve à Madrid, qui est ami de Lope de Vega, qui est ami de Carduccio, et qui connaît très bien la peinture, qui peint lui-même, comme l'ont montré Aude Plagnard et Joseph Roussiès. Il fait des poèmes pour faire l'éloge notamment de Breda et de Velázquez. Et bon, il était anti-gongorin, mais avec l'âge, il commence à reprendre certains hyperbates, etc. Donc c'est vraiment, ça se joue à une ou deux générations, vraiment celle de Greco et celle de Velázquez, où Góngora polarise complètement. Et pourtant, je crois que vraiment la comparaison entre gravure imprimée et peinture ou dessin manuscrit, je pense qu'elle peut être intéressante et qu'elle pourrait donner d'autres recherches à venir, éventuellement. Et dans cette opposition entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas, même si on ne peut pas aller jusqu'au... Parce qu'il y avait des amitiés avec des non-andalous, mais est-ce que tout simplement, en fait, on peut aussi revenir à une histoire sociale aussi de la création artistique et se dire que Góngora, c'était le maître andalou par définition, puisque Lope lui-même s'est présenté aussi comme le peintre de Madrid, et Carduccio, malgré son origine florentine, il se disait aussi natural de Madrid. Alors, est-ce qu'on... Enfin, oui. Parce que quand même, il a appelé... Enfin, Velázquez, il est allé jusqu'à appeler son ami, on ne sait pas à quel point ils étaient amis, Zurbarán au Salón de Reinos, qui était le seul qui n'était pas de la cour de la Vieille Corte. Donc, il est allé aussi loin qu'il a pu, là, dans le soutien au réseau andalou, à la cour, qui est quand même aussi... On parlait de politique, déterminant et au point de créer des affrontements dans la façon, dans la manière d'aborder et la peinture et la poésie. J'ai envie de dire oui, et de dire oui en mettant un point d'interrogation sur Zurbarán. D'où vient-il? Mais je pense que c'est difficile d'affirmer ça dans la mesure où Lope de Vega mange à tous les râteliers. Il est valencien quand il se fait exiler de Madrid, il est sévillan quand la cour va à Séville, vraiment il est partout. Et au contraire, en Andalousie, il y a certains détracteurs de Góngora qui vont dire, alors oui, certes, c'est un andalou et il fait des romances qui sont incroyables, mais depuis qu'il fait des silvas et depuis qu'il s'attaque à la mythologie, on ne comprend plus rien. Donc il faut revenir à la vraie poésie sévillane, andalouse, qui notamment à Séville est défendue autour de Pacheco, précisément le maître de Velázquez, autour d'un poète de la génération d'avant, de Herrera. Alors c'est vraiment... Là, on est dans des chapelles vraiment très locales, et c'est quelque chose qui d'ailleurs est étudié avec beaucoup de précision par Begoña López Bueno, qui était cathédratique à l'université de Séville, et qui a vu cette opposition entre un Góngora de Cordoue et un Pacheco qui, à Séville, est un peu gêné par justement la bannière andalouse qui a été d'un coup prise par Góngora, et qui essaye de revenir à quelque chose, certes d'érudit, mais un peu plus lisible.
Parce que, bon, vraiment, Gongora, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à lire, et il faut le lire avec les commentaires qui ont été fournis à l'époque, parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Même comme ça, c'est vraiment compliqué. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, Ruben. En tout cas, félicitations déjà. Et plus qu'une question, c'était une réflexion, un commentaire, parce que donc on a évoqué les liens au-delà de Madrid, Séville, etc. Et ça m'a fait rapidement penser le fait d'évoquer Navarrete El Mudo, de me dire que ces dates de vie correspondent plus ou moins avec Juan de Juanes à Valence. Et les rapports de Valence avec l'Italie, et le cas assez particulier de se dire que Juan de Juanes, par exemple, on a déjà cette confusion de peinture de portraits, peinture d'histoire religieuse, les portraits notamment d'Alphonse V d'Aragon, etc., où on a aussi ce rapport avec le paysage. Enfin, il y a plusieurs choses, même si au final, le style des Massip à Valence est complètement différent de Navarrete El Mudo, mais on a aussi une manière d'appréhender la figure de l'artiste qui de cette manière, se rapproche peut-être déjà un petit peu de Velázquez, et de rappeler aussi que le foyer valencien existe, et surtout avec ces liens très forts avec l'Italie, avec Naples, etc., qui permettent de ne pas complètement l'oublier, même si c'est vrai que de nos jours, les Massip n'ont pas du tout l'aura que peuvent avoir Zurbarán, Murillo ou Velázquez. Mais donc voilà, c'était, je crois que Vicent Massip, enfin Juan de Juanes, est mort la même année que Navarrete El Mudo, et j'avais trouvé ça assez cocasse comme point de comparaison. Alors, merci beaucoup, et je ne peux qu'être d'accord en disant aussi que la pinacothèque de Valence, et le Museo San Pio V, est injustement méconnue peut-être. Bon, elle ne l'est pas complètement, hein, loin de là, mais c'est quand même la deuxième pinacothèque de l'Espagne, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut souligner. Et je pense que ça tient surtout à des questions d'historiographie, et je serais prêt à blâmer José de Sigüenza, justement, mais j'ai peur de m'attirer les foudres de la salle, mais voilà, je pense qu'il y a de ça également. Madrid comme lieu de production d'une historiographie écrite de l'art, et il faut également revenir à une historiographie par la peinture, en reconnaissant les influences et les imitations, ce qui est un travail complexe, mais intéressant, je crois, également. Merci beaucoup. Bon, je pense que on va clore cette séance. Juste merci infiniment Héctor Ruiz Soto pour cette présentation. Merci à vous. Comme toujours extrêmement stimulante, intéressante et stimulante. Nous nous retrouverons le 26 mars pour parler de Saint-François entre l'Espagne et l'Amérique, avec Silvia Canalda de l'Université de Barcelone. Merci beaucoup à tous d'être venus, et nous vous donnons rendez-vous le 26 mars. Au revoir. Merci.